Chronique Siliane, livre 2, le maître de l'oracle. Chapitre 9, le vase. Netona arpentait sa cellule comme un lion en cage. Il n'en revenait pas, les Silians s'étaient révélés étrangement sympathiques en l'installant dans une chambre munie d'une mini-salle de bain et en le traitant correctement. Les repas étaient apportés à heures régulières, ils étaient bons et copieux, il ne pouvait pas se plaindre d'un tel traitement. De temps à autre, un Silian venait le voir, lui posait quelques questions auxquelles le lieutenant de l'ordre ne répondait pas, puis repartait légèrement déçu, mais nullement en colère, aucune menace, aucune torture, aucune chaîne ou entrave. Ces Silians avaient d'étranges habitudes avec leurs prisonniers. La porte sas s'ouvrit, laissant apparaître une silhouette féminine. Iridris entra et fit face à Netona. Ils s'observèrent ainsi pendant plusieurs secondes, puis la jeune femme se dirigea vers l'un des petits fauteuils qui meublaient la pièce et s'y installa. « Pourquoi êtes-vous ici, exactement » demanda-t-elle. Il s'assit sur l'autre siège, et regarda la Siliane. Il devait avouer qu'il ressentait une étrange attirance pour elle, elle semblait forte, à la fois physiquement et mentalement. Il aurait aimé avoir quelqu'un comme elle dans son entourage au sein de l'ordre. « Je crois connaître la vraie raison pour laquelle vous êtes venu à nous, » reprit Iridris. « Mais je préférerais l'entendre de votre bouche. »« Que insinuez-vous » grommela-t-il. « Je pense qu'il y a deux explications à votre arrivée ici, » commença-t-elle. La première n'étant qu'une simple couverture, une opportunité, la deuxième étant plus profonde et probablement inconsciente. C'est pourquoi j'aimerais que vous vous en rendiez compte. Netona haussa un sourcil. Je suis venu pour ouvrir le chemin à une invasion, afin que l'ordre vous détruise tous, affirma-t-il avec force. Il s'agit là de la première raison, le prétexte, dit-elle en faisant la moue. Celle-ci ne m'intéresse pas. C'est la seule qui existe, répliqua-t-il. Non. De nouveau, ils s'observèrent durant plusieurs secondes dans un silence total. Je vais vous aider, dit-elle au final. Parmi les objets suivants, lequel évoque quelque chose de particulier pour vous ? Netona haussa un sourcil. Un vase ? Continua-t-elle. Netona leva les yeux au plafond et soupira. Un anneau ? Où voulez-vous en venir ? Demanda-t-il agacé. Un livre ? Nouveau signe d'exaspération. Une dague ? Il s'agit d'une arme noble, affirma-t-il. Jadis, elle servait aux prêtres de notre culte pour effectuer les sacrifices et les rituels. Iridris garda le silence pendant quelques instants. La dague, donc, murmura-t-elle. Plutôt logique. Quel est le but de tout ça ? Questionna-t-il encore une fois. Ne ressentez-vous pas au fond de vous la nécessité d'accomplir quelque chose, reprit-elle. Si, je dois vous détruire tous, annonça-t-il en arborant un sourire inquiétant. Iridris soupira. Elle se leva et se dirigea vers la porte sas. Réfléchissez, dit-elle. Une fois prêt à faire ce pourquoi vous êtes véritablement venu ici, faites-moi demander. Elle ouvrit la porte sas et disparut dans le couloir. Ces Silians sont complètement dingues, murmura Netona restée seule. Jade, Nadioska, Ilan, Iridris et Nethias se trouvaient assis en rond, par terre, dans une des bibliothèques du Vakniel. Tout proche d'eux, Lige et Lorline, à plat ventre sur des coussins, lisaient sagement des livres-feuilles. Résumons la situation, dit Jade à haute voix pour ceux qui ne pouvaient pas se connecter au Nahal. Les Ilariens seraient donc nos aïeuls. J'en suis persuadée, affirma Nadioska. Non seulement, j'ai vu ce qu'il s'était passé, mais j'ai aussi ressenti des choses qui me font penser qu'ils sont en réalité vos ancêtres. Vos ancêtres, répliqua Iridris. Vous devriez dire nos ancêtres. Pour ma part, je suis convaincue que vous êtes Siliane. Je ne crois pas, hésita Nadioska. Et pas uniquement vous, mais également Netona, continua Iridris. Tu plaisantes, s'exclama Ilan choqué. Lui, un type de l'ordre nouveau ? Oui, affirma-t-elle simplement. Mais enfin, reprit Nadioska, comment pourrait-on être Silian sans le savoir ? Vous vivez tous ensemble, en communauté, et vous contrôlez vos naissances. Vous pouvez remonter la lignée de chacun d'entre vous sur des centaines de générations. Alors, je ne vois pas comment, moi et Netona, nous pourrions être des vôtres.
C'est tout simple, affirma Iridris. Certains d'entre nous se sont mêlés à la Confédération au tout début de notre arrivée dans votre galaxie. Nous n'avons que très peu d'informations sur cette époque, mais nous sommes sûrs qu'il existe encore des personnes avec un sang partiellement silian là-bas. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Et cela expliquerait que vous puissiez accéder au Naal, affirma Nethias en s'adressant à Nadioska. Vous avez en vous des gènes silians. Tout à fait logique. L'un de vos parents devait avoir de lointaines origines silianes, oubliées depuis des centaines d'années. Un silence s'établit dans le groupe, pendant que chacun réfléchissait à ses hypothèses. Nadioska, en son fort intérieur, commençait d'ailleurs à les trouver fort plaisantes. Quoi qu'il en soit, reprit Jade, nous avons donc cet Orlim, le maître de l'oracle, soit dit en passant, nous ne possédons toujours pas la moindre idée sur ce qu'est cet oracle. Bref, Orlim a mis en place un plan ? Je ne sais pas si ce terme convient vraiment. Ce plan consisterait à nous guider afin que nous accomplissions une mission pourquoi au juste ? Pour restaurer la grandeur de Zilaria ? Supposa Nethias. Imaginez les merveilles que vous pourriez trouver en réclamant leur planète. Si elles ne sont pas détruites, intervint Ilan. Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais les ennemis de nos ancêtres vivent toujours là, quelque part, et avoir réactivé une première clé va peut-être les mener jusqu'à nous. Fort possible, admit Nadioska. D'après ce que j'ai compris, Orlim avait émis l'hypothèse que les innommables étaient attirés par ces objets. Savez-vous pourquoi ils avaient attaqué nos aïeux ? Demanda Iridris à Nadioska. Celle-ci écarta les bras en signe d'ignorance. Je n'ai pas vu grand-chose et j'ai déduit une partie de l'histoire moi-même, dit-elle, mais sur cette question, je dois avouer que je n'ai aucun indice. Je n'aime pas l'idée que les innommables pourraient venir assaillir le Vakniel, intervint Jade. Nous sommes toujours sans défense. Que devrions-nous faire alors ? Demanda Nadioska. Nous débarrasser de ça ? Elle pointa du doigt la petite enclume qui pendait à son cou. Elle ne l'avait pas retirée depuis qu'elle l'avait sortie du cylindre des âmes. Non, je ne crois pas, répondit Iridris. Mais il faudrait avant tout essayer de comprendre pourquoi ils sont attirés par ces clés du pouvoir. Vous devriez la prêter à nos spécialistes afin qu'ils analysent cet objet. D'accord, fit Nadioska avec une pointe de regret. Nous irons leur donner tout à l'heure, affirma Jade. En attendant, nous nous trouvons dans une impasse. Nous ne savons pas quoi faire, ni où aller, ni pourquoi. Une petite voix s'éleva derrière eux. Vous devriez essayer d'utiliser la clé. Il s'agissait de Lorline, toujours à plat ventre à côté d'eux, à moitié plongée dans la lecture de son livre-feuille, et à moitié écoutant la conversation des adultes. Ceux-ci se tournèrent vers elle, étonnés. Sentant qu'elle avait attiré l'attention, elle releva la tête de son livre. « Bah quoi » fit-elle innocemment. « Qu'est-ce que j'ai dit ?»« Rien » répondit Iridris en souriant. « Tu viens juste de nous proposer la chose la plus intelligente de la journée. » « Ah oui » fit la petite fille, à la fois interloquée et ravie. Iridris se retourna vers Nadioska. « Essayez de prendre l'enclume dans votre main et concentrez-vous dessus. » D'accord, fit l'intéressée un peu hésitante et déçue de ne pas avoir eu cette idée elle-même. Elle plaça l'objet dans le creux de sa paume et referma ses doigts. Elle visualisa mentalement la clé les yeux clos pour mieux se focaliser. À sa propre surprise, cela fonctionna, elle vit soudain apparaître sous ses paupières, une série impressionnante de schémas techniques, tandis que se déversait dans son esprit un nombre important d'informations en tout genre. Incommodée par ce débit un peu trop élevé à son goût, elle tenta de ralentir l'arrivée de ces données, l'enclume obéit immédiatement. Fabuleux, murmura-t-elle sans couper sa concentration. Raconte, la pressa Jade. En fait, cette enclume est comme un ordinateur, continua-t-elle. Il contient des quantités de renseignements, accessibles par une simple requête. Cette clé a été fabriquée par la caste des ouvriers. Il y avait 5 castes au total dans la civilisation ilarienne. Les tâches des ouvriers consistaient principalement dans les travaux de construction et de maintenance. Ils exploitaient aussi les minerais et s'occupaient des centrales énergétiques. Ils fonctionnaient main dans la main avec les autres castes, qui passaient commande de bâtiments ou d'objets. Ils assuraient la production matérielle de toute la République. Dans cette enclume existent tous les schémas de tout ce qu'ils ont fabriqué. Il y en a, tellement. Je vois également les dessins techniques de ce qu'ils appellent les grandes constructions. Qu'est-ce ? demanda Ilan pris de curiosité.
Il s'agit de grande construction, répondit Nadioska. Merci, répliqua Ilan narquois. Pour résumer, nous avons soit d'énormes bâtiments créés pour la gloire de la République zilarienne, soit des constructions hors du commun, continua-t-elle. La dernière en date est l'arme ultime. Tu possèdes les plans de cette chose ? Questionna Jade. Oui, mais je n'y comprends rien. Je n'ai pas les connaissances techniques qui me permettraient d'en saisir le fonctionnement. Mais vous pourriez retranscrire ces informations pour que quelques-uns de nos experts puissent plancher sur le sujet, supposa Iridris. Bien sûr, admit Nadioska. Oh, incroyable! La grande construction réalisée juste avant l'arme était une sorte de centrale gigantesque, de la taille d'une petite planète. Elle a été commanditée par la caste des savants qui avaient mis au point une nouvelle forme de création d'énergie directement liée à la structure de l'espace. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, je n'y comprends pas grand-chose. Tout ce que j'arrive à saisir, c'est que cette énergie était considérée par les Ilariens comme virtuellement inépuisable. Elle se tut pendant plusieurs secondes, tandis qu'autour d'elle, ses amis restaient pendus à ses lèvres. Même les deux enfants avaient abandonné la lecture de leurs livres pour écouter, eux aussi fascinés par ces découvertes. Oh, fit-elle soudain. Quoi ? Demanda Jade. Je sais ce qu'est l'oracle, s'exclama-t-elle. Ça alors, incroyable. Dites-nous tout, la pressa Ilan. Il s'agit d'un gigantesque ordinateur. Il a été bâti sur la planète capitale de Zilaria, sur la totalité de sa surface, ou plutôt sous la totalité de la surface, car il a été construit sous terre, à plusieurs mètres de profondeur. Il tire son énergie du noyau de la planète. Ces Ilariens avaient un niveau technologique incroyable, s'extasia Nethias. Ce qui ne les a pas empêchés de disparaître, ajouta Iridris. Et que faisait-il avec cet oracle ? Demanda Jade. Il prédisait l'avenir, répondit Nadioska. Des milliers d'assistants s'occupaient chaque jour de lui fournir toutes les informations du passé et du présent, afin que l'ordinateur puisse en déduire les grandes lignes du futur. Même des détails insignifiants étaient insérés dans le but qu'il soit en mesure d'affiner ses projections. Ça paraît totalement incroyable, s'étonna Ilan. Par contre, il y a quelque chose d'étrange, que je ne comprends pas, hésita Nadioska. Le silence se fit autour d'elle, pendant qu'elle se concentrait en fronçant les sourcils. Alors ? S'impatienta Jade au bout d'un moment. D'après la caste des ouvriers, l'oracle pouvait prédire les grandes lignes de l'avenir sur à peu près une centaine d'années. Au-delà, les probabilités perdaient totalement de leur signification. Il s'agit déjà d'un exploit, s'exclama Nethias. Oui, admit Nadioska, mais ça n'explique pas que cet ordinateur ait pu deviner notre situation actuelle. Comment mettre au point un plan si précis sur des milliers d'années ? La porte du complexe souterrain s'est ouverte quand je l'ai touchée. Ils y avaient programmé le code de mon ADN. D'après les ouvriers, l'oracle ne pouvait pas prédire si loin dans l'avenir. Troublant, avoua Nethias. Sinon, que vois-tu d'autre ? Demanda Jade. Eh bien, les grandes constructions sont absolument fascinantes. Par exemple, il y a une. Soudain, Jade poussa un cri de surprise, coupant net la jeune femme. Ses compagnons le regardèrent étonnés, même Nadioska rouvrit brusquement les yeux. Connectez-vous au Nahal, conseilla-t-il en guise d'explication. Vous allez comprendre. En effet, un désordre important régnait dans le Nahal. La cause provenait de la passerelle du Vakniel, où les navigateurs avaient signalé un fait inquiétant. L'engin approche à faible vitesse, annonçait Aniel qui se trouvait de quart. Il sera visible à l'œil nu d'ici quelques minutes. Il se focalisa sur l'objet en question et diffusa à travers tout le Nahal ce qu'il percevait. Un petit vaisseau spatial à l'allure étrange venait dans la direction de leur vaisseau-cité. Sa surface irrégulière et ses couleurs, du brun foncé au rose pâle, lui donnaient l'aspect d'un grand coquillage tout droit sorti d'un fond sous-marin. C'est eux, s'exclama Nadioska dans le Nahal. Les innommables. Une vague d'inquiétude se répandit avec une étonnante rapidité, telle une onde de choc provoquée par l'explosion d'une bombe. Ils nous ont trouvés, dit quelqu'un. L'enclume, renchérit un autre. Nous devons partir. Oui, il nous faut partir immédiatement.
Cet engin est-il armé ? Demanda Dvalim avec calme, espérant ainsi apaiser ses compatriotes. Difficile de vous répondre, dit Aniel. Leur technologie semble si différente, que notre sondage ne nous permet pas d'en déduire grand-chose. Il paraît trop petit pour être un vaisseau de guerre, intervint Iridris qui regardait l'objet par l'intermédiaire des yeux des navigateurs. Je pencherai sur le fait qu'il ne s'agisse que d'un simple éclaireur. Ce qui signifie qu'ils ont appris que nous avions récupéré une des clés, continua Jade. Et ils ont envoyé un de leurs engins pour vérifier. Et il va signaler notre présence, puis nous balancer la grosse artillerie, termina Ilan. Nous ne nous situerons plus là quand ils arriveront, affirma Dvalim. Notre pôle d'experts a-t-il réussi à déterminer un nouvel endroit où nous rendre ? Pas avec précision, répondit Sidiel qui continuait à travailler avec son équipe sur les écrits d'Orlim. Nous avons seulement une zone spatiale possible pour la clé en forme de vase. Il nous faudrait encore plusieurs heures de calcul pour trouver les coordonnées exactes de cet objet. Nous pourrions au moins nous diriger vers cette zone, suggéra Dvalim. Oui, bien sûr, admit le mathématicien. Donnez-nous l'emplacement de cette région, reprit Aniel. Nous allons y conduire le Vakniel immédiatement. Sidiel transmit les informations aux navigateurs et ces derniers effectuèrent rapidement un premier saut pour s'éloigner du danger que représentait l'éclaireur des Innommables. Je crois qu'à partir de maintenant, reprit Dvalim, nous allons devoir éviter de rester trop longtemps au même endroit. Une vague de peur diffuse se répandit dans le Nahal. Le trajet dura presque 2 jours, ce qui donna aux chercheurs le temps d'affiner leurs calculs et de trouver les coordonnées exactes de la seconde clé. Le Vakniel effectua un tout dernier saut et se retrouva en orbite autour d'une planète isolée. Bien plus loin, presque à l'extérieur du système, flottait une géante gazeuse d'un beau bleu turquoise mêlé de stries blanches. Je propose que des pilotes aillent visiter ce système avant que nous n'entreprenions quoi que ce soit, suggéra Dvalim à la communauté des Silians. Nadioska, qui était bien évidemment connectée au Nahal, pressa alors Jade de se porter volontaire. J'aimerais participer, mais je ne peux pas encore maîtriser vos navettes. Dis, s'il te plaît, on y va ensemble, supplia-t-elle. Bien, soupira-t-il, allons-y. Tout comme la première fois, de nombreux Silians se réunirent dans les hangars pour se répartir les tâches. Alors que Jade et Nadioska s'étaient vus attribuer la visite de la région la plus éloignée du système solaire, la jeune confédérée intervint. « Excusez-moi, commença-t-elle. Mais, je souhaiterais plutôt aller sur la planète qui se trouve proche de nous. » Les pilotes se retournèrent vers elle dans un bel ensemble. Tout d'abord impressionnée, elle se força à oublier sa timidité naturelle, pour reprendre d'une voix plus assurée que prévu. « Nous ne savons pas de combien de temps nous disposons avant l'arrivée des Innommables. Ils sont attirés par les clés, donc à partir de maintenant, où que nous nous rendions, si nous restons trop dans un même endroit, nous risquons de les avoir sur le dos. Le seul moyen d'éviter cela est de bouger sans arrêt. Par conséquent nous devons faire vite, et dans ce but, Jade et moi devrions aller directement sur la planète pour y chercher l'objet. Il y a plus de chances qu'il se situe là et par ailleurs dans ce système. » Elle se tut, attendant les réactions. Les autres pilotes ne disaient rien, mais semblaient trouver ses propos judicieux. Je ne suis pas tout à fait d'accord, intervint Iridris qui venait de se téléporter dans le hangar en compagnie d'Ilan. Si le temps nous manque et que nous devons aller chercher la clé sans prendre aucune précaution au préalable, alors Ilan et moi devrions nous joindre à vous. Je vous rappelle, ma chère Céliane, compléta Ilan alors qu'ils arrivaient à hauteur de Nadioska et de Jade, que nous sommes une équipe, et que cette mission a été confiée à 5 personnes. Donc hors de question que vous partiez sans nous. Nadioska se contenta de lui sourire, tandis qu'elle sentait monter en elle le frisson de l'aventure. Nous allons tous les 4 sur la planète, déclara Jade, coupant ainsi court à de nouvelles discussions. Les autres pilotes n'émirent aucune protestation et finirent de se répartir l'exploration du système solaire. Mes enfants, intervint Dvalim à son tour. Si nous découvrons la moindre trace de présence des Innommables, nous devrons immédiatement quitter les lieux. Nous sommes conscients de cela, père, affirma Jade en se dirigeant vers la navette qui lui avait été confiée. Les 4 amis montèrent tous à bord, et cette fois-ci, s'assirent autour de la table de pilotage, préférant cela au siège pour passagers, pourtant plus confortable. Puis, ils attendirent patiemment leur tour pour décoller.
Ayant reçu leur autorisation, Jade s'empara des commandes et conduisit leur engin vers la planète toute proche. Depuis l'espace, sa couleur dominante était le vert. Partout sur sa surface, la végétation avait envahi les lieux, et on ne pouvait voir aucune trace de bâtiment. Cet endroit ne semble plus habité et la nature a repris ses droits, observa Jade. À moins qu'il y ait un complexe souterrain, il y a peu de chances pour que nous tombions sur des constructions encore debout ici. Faisons un tour complet en restant en orbite basse, proposa Ilan. Quelque chose va peut-être attirer notre attention. Je te trouve un peu optimiste quand même, ironisa Jade. Toutefois, il s'exécuta, tandis que les trois autres se concentraient sur l'observation, pour tenter de noter quelque chose qui allait les mettre sur la voie. Durant presque une demi-heure, ils ne remarquèrent que des forêts parfois coupées en deux par de larges fleuves saphirs, des mers, des montagnes à la végétation éparse, et un immense océan qui reflétait les rayons du soleil. Il n'y a rien en surface, soupira Jade. Il va falloir. Attends, s'exclama Ilan. Regardez tous au nord de notre position. Ils concentrèrent leur attention sur le point indiqué par Ilan, et virent comme un petit rond, brun-jaune, que la verdure ne semblait pas avoir colonisé. Ce trou au milieu de la forêt renvoyait particulièrement bien la lumière. Curieux, allons enquêter sur cette anomalie, dit Jade en dirigeant résolument la navette vers cet endroit. Alors qu'ils approchaient, ils remarquèrent quelques détails apparaître. Cette surface circulaire était en fait un dôme, de plusieurs kilomètres de diamètre, elle arrêtait net la progression de la végétation environnante. Parfois, des petits éclairs électriques la parcouraient, et sa forme globale semblait légèrement fluctuer, comme s'il s'agissait d'un être vivant en train de respirer. Jade positionna la navette juste au-dessus de l'endroit pour mieux l'observer. De luxueux bâtiments, prisonniers à l'intérieur de cette coupole, formaient une magnifique citadelle avec ses rues pavées, et quelques fontaines décorées de statues dorées à leur fin. Aucune trace de végétation intempestive ni aucune construction effondrée ou même en mauvais état. Par contre, il n'y avait également aucun signe de vie. Impressionnant, murmura Iridris. Tout a l'air intact. Ce dôme doit protéger cet endroit, supposa Jade. D'après vous, en quoi est-il fait demanda Nadioska. Jade se concentra sur sa nature. Il n'est pas matériel, répondit-il après analyse. Il ne s'agit que de pure énergie. Pensez-vous que nous pouvons pénétrer là-dedans, reprit Nadioska. Bien sûr que nous allons pouvoir, affirma Ilan sans aucune hésitation. Jade, pose-toi juste à l'extérieur, vers le sud, j'ai cru voir quelque chose. Vraiment, fit Jade étonné. Tu as un œil de lynx. Mais il n'effectua pas d'autres remarques et s'exécuta. Une fois la navette au sol, et avant d'ouvrir le sas, il vérifia que l'air se trouvait respirable et la température acceptable pour un humain. Ça va, affirma-t-il. Par contre, nous allons avoir un peu chaud. Il fait 42 degrés Celsius ici, mais ça reste supportable. On peut peut-être demander qu'il nous prépare, d'ores et déjà, des boissons fraîches sur le Vakniel, proposa Nadioska. J'ai déjà soif rien que d'y penser. Jade sourit et ouvrit le sas. Une bouffée d'air lourd envahit de façon brusque l'intérieur, tandis que des bruits d'animaux parvenaient maintenant jusqu'à leurs oreilles. Ils pouvaient aussi percevoir, en fond sonore, un léger bourdonnement électrique, probablement dû à l'énergie du dôme. J'espère qu'il n'y a pas de bêtes féroces ici, s'inquiéta Nadioska. Pour ponctuer sa phrase, un animal se mit à rugir dans le lointain. Pas de souci, nous serons en sécurité dans la citadelle, affirma Ilan avec calme. Faut juste qu'on arrive à rentrer. On va y arriver. Tu as vraiment l'air d'être sûr de toi, intervint Jade. Ilan sourit, mais ne répondit pas, il descendit les marches, bientôt suivi par ses compagnons. Dehors, le taux d'humidité élevé rendait la chaleur encore plus suffocante, alors qu'ils n'avaient pas fait le moindre effort physique, ils se retrouvèrent tous à suer à grosses gouttes. Les boissons fraîches, c'est bien, dit Jade, mais, je crois qu'on va aussi devoir prendre un bon bain en rentrant. Oh oui, avec plein de mousse, ajouta Nadioska en soupirant. Comme je regrette qu'on n'ait pas pris le temps de mettre vos super combinaisons. Elles nous auraient protégés de cette chaleur,
compléta-t-elle en sentant le petit chemisier à manches courtes qu'elle avait sur elle lui coller à la peau. Pendant que ses deux amis discutaient des bienfaits d'un bain relaxant et rafraîchissant, Ilan se dirigea résolument vers l'orée de la forêt toute proche. Il s'arrêta au pied d'un arbre, posa une main sur le tronc, et se concentra sous les yeux étonnés de ses trois compagnons. « Celui-ci n'est pas naturel, affirma-t-il au bout d'un moment. « Mais comment tu avais deviné cela ?» demanda Jade oscillant entre la surprise et l'énervement. « Une intuition, répliqua Ilan en continuant son étude. Puis, il se mit à tâter le bois et trouva bientôt une écorce qui bougeait légèrement sous ses doigts. Il effectua une forte pression dessus, ce qui déclencha un mécanisme. Une partie de cette écorce artificielle s'escamota, et une petite console apparut à l'intérieur de l'arbre. « Bravo !» s'exclama Iridris. « J'imagine qu'avec ceci nous allons pouvoir désactiver le dôme. » « Il y a des chances, » dit Ilan en observant maintenant la cache. Un minuscule clavier avec seulement une dizaine de touches, un écran de la même dimension et une surface rectangulaire de la taille d'une paume humaine en constituaient l'intérieur. Ilan posa sa main sur le capteur et derrière lui, la coupole translucide faiblit, puis finit par disparaître, tout comme le bourdonnement électrique. « Et voilà !» s'exclama Ilan triomphant. « On peut y aller maintenant ?» Il se dirigea volontairement vers la citadelle, sous les yeux encore stupéfaits de ses trois compagnons. « J'imagine que cet endroit a été paramétré pour s'ouvrir uniquement si tu es là, » supposa Jade. « Je le crois aussi, » répondit Ilan. « Je me sens comme chez moi ici. » Ils prirent tous les quatre la direction du centre, où ils pouvaient distinguer la forme d'un bâtiment plus grand que les autres. Impressionnés par ce qui les entourait, ils marchèrent plus lentement qu'ils ne l'auraient voulu, dans les superbes rues dont le temps ne semblait pas avoir eu d'emprise. Le sol, pavé de pierres blanches sans trace d'érosion, reflétait les rayons du soleil, en aveuglant presque les visiteurs. De magnifiques maisons, richement décorées, au jardin si bien entretenu qu'on aurait pu croire que quelqu'un venait d'en prendre soin, bordaient les voies de part et d'autre. « Comme c'est étrange !» s'étonna Nadioska. « On a l'impression que des gens vivaient ici encore hier. » Comme si ce dôme protégeait du passage du temps, continua Iridris. Aucune trace de destruction ou de bombardement, mais aussi aucun signe de vie, ajouta Jade. Tout ceci est effectivement très bizarre. Ils arrivèrent sur une place dont le centre était occupé par une statue de pierre blanche. Haute de plus de 3 mètres, elle représentait une femme nue, mais presque en totalité recouverte de bijoux dorés à leur fin, elle se tenait dans une position élégante qui évoquait le mouvement d'une danse. Cette blancheur immaculée, ainsi que ses dorures renvoyaient et décuplaient la lumière, si bien que les Silians durent protéger leurs yeux de leurs mains pour pouvoir admirer l'œuvre. « Aucun doute, vous êtes des descendants de ces gens, » affirma Nadioska. « Vous avez gardé leur sens artistique. »« C'est magnifique, » murmura Iridris fasciné. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs secondes, s'extasiant sur les moindres détails de la statue et de ses parures. « Bien, » fit Jade au bout d'un moment. « Il faut continuer, nous ne nous trouvons pas là pour faire du tourisme. » Ils se dirigèrent vers le bâtiment principal en abandonnant la sculpture avec regret. Imposant et richement décoré de bas-reliefs recouverts d'or, il occupait tout le centre de la citadelle. Une volée de marches donnait accès à une esplanade, ainsi qu'à l'entrée, une porte massive d'un métal couleur bronze ornée d'une multitude de motifs abstraits. Ilan, toujours devant, posa une main sur cette porte et la poussa légèrement. Elle s'ouvrit sans effort et sans aucun bruit malgré le poids qu'elle devait avoir. Les 4 amis, un peu impressionnés tout de même, pénétrèrent avec lenteur dans l'immense salle qui se dévoilait à eux. Un marbre bleu, lisse et brillant, dallait la totalité du sol, tandis qu'au centre, d'une fontaine blanche et or coulait une eau pure dont le chant emplissait tout l'endroit, en créant une atmosphère fraîche et apaisante. Un dôme de verre laissait passer la lumière du jour qui tombait directement sur la fontaine, l'eau renvoyant les rayons arc-en-ciel sur les murs immaculés. Un couloir circulaire gainé de plusieurs colonnes faisait le tour de la salle, en donnant accès à de nombreuses portes. « Je me verrais bien utiliser cet endroit comme résidence secondaire, » affirma Nadioska, les yeux parcourant sans fin tout l'espace devant elle. « Tu veux dire que tu ne trouves pas ta chambre aussi bien ?» ironisa Jade. « Eh bien, ça manque un peu de fontaine et de statues, je dois dire. » C'est ça quand on a la folie des grandeurs, dit-il en s'approchant de la fontaine. Il jeta un œil au fond,
puis plongea la main dans l'eau pour en recueillir un peu dans le creux de sa paume. Il la sentit, puis y trempa ses lèvres. Cette eau est fraîche et pure, signala-t-il. L'état de tout ce qui se situe ici est tout bonnement extraordinaire. Oui, eh bien, secouons-nous, intervint Iridris. Nous devons visiter les lieux pour trouver l'objet que nous cherchons. Nous ne savons pas exactement combien de temps nous avons devant nous, avant que les innommables ne débarquent. Tu as raison, admit Jade en se dirigeant vers l'une des nombreuses portes qui s'offraient à eux. Tous les 4 passèrent l'heure suivante à arpenter ce qu'ils appelèrent eux-mêmes le palais. Qu'il s'agisse des chambres, des différents salons, de la cuisine, de la salle à manger, du boudoir ou de la bibliothèque, toutes ces pièces rivalisaient en beauté et en luxe. De somptueux tapis décoraient les sols, des tableaux et des draperies brodées d'or pendaient aux murs, tandis que çà et là des niches enfoncées dans les parois contenaient des bibelots et des petites statues enchâssées de pierres précieuses. Une immense table, aux pieds finement sculptés, avait été réalisée dans un magnifique bois sombre, puis vernie au point de presque refléter la lumière comme une glace. Elle constituait la pièce maîtresse de la salle à manger. Même la cuisine ne se trouvait pas en reste. Cet endroit est absolument merveilleux, murmura Nadioska. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Un poil chargé tout de même, constata Jade. Tu es sacrément difficile, s'insurgea Ilan. Ce palais est d'une splendeur incomparable. Plutôt d'accord avec Jade, intervint Iridris. Un peu de simplicité et de naturel ne nuisent jamais. Vous n'avez aucun goût, s'exclama Ilan, vexé comme s'il avait lui-même choisi toute la décoration. N'empêche que cela ne nous met pas sur la piste de la clé, nota Nadioska en revenant un peu à la réalité de leur situation. Exact, admit Iridris. Nous avons visité toutes les pièces, et à part ces beaux objets, nous n'avons rien vu qui attirait particulièrement notre attention. Peut-être parce que nous nous sommes trop focalisés sur ces beaux objets, comme tu dis, supposa Jade. Ilan, qu'en penses-tu ? Après tout, il semblerait que ce soit toi qui doives trouver cette clé. Ilan resta silencieux pendant quelques secondes, réfléchissant intensément. Si j'avais dû cacher quelque chose ici, j'aurais choisi la chambre, finit-il par avouer. La chambre, s'exclama Iridris. En voilà une idée. Jade haussa les épaules et soupira. Il est encore plus dingue que moi, affirma-t-il. Ilan ignora totalement les répliques de ses amis, et se dirigea d'un pas résolu vers l'une des salles, un peu particulière, qui avait déjà attiré son attention. La couleur qui primait ici, était le rose dans plusieurs tons différents, un marbre rose poudré au sol, des murs recouverts d'un tissu de velours framboise, des meubles de bois groseille, et pour clore le tout, en plein centre, un énorme lit à baldaquin aux draps et aux tentures magenta. Cette pièce me semble la pire de toutes, soupira Nadioska. Elle est vraiment trop. Tout à fait cela, coupa Jade. Elle est vraiment trop. Vous rigolez, il s'agit de mon endroit préféré, s'exclama Ilan en riant. Ça ne m'étonne pas, affirma Iridris. Bien, en tout cas, si tu penses que l'objet se trouve là, nous devrions tout fouiller de fond en comble, proposa Jade en se dirigeant vers une armoire. Ils se dispersèrent dans la chambre, ouvrant les tiroirs, déplaçant les petites statuettes nichées dans les alcôves, les secouant pour voir si elles étaient creuses, feuilletant les livres pour vérifier qu'ils ne contenaient pas de cache. Il n'y a rien, constata Iridris après un quart d'heure de recherche assidue. Je suis sûr que c'est là, affirma Ilan. On a tout regardé, répliqua Jade. Ilan s'adossa à un des murs et fixa le sol, en se plongeant dans une intense réflexion. Ça ne peut se trouver qu'ici, murmura-t-il à voix haute. Il resta silencieux pendant plusieurs secondes, puis il releva brusquement la tête. Et pourquoi pas, s'exclama-t-il. Pourquoi pas, quoi, demanda Jade, lui aussi à voix haute. Pourquoi pas dans un passage secret ? Tu penses qu'il y en a un dans cette chambre ? Crois-tu que ces gens auraient mis un objet si important à la portée de tout le monde ? Tu plaisantes, regarde autour de toi. Il y a des trucs de valeur partout en évidence. Justement, s'exclama Ilan. Il s'agit d'une bonne façon de détourner l'attention. Il se tourna vers le lit et l'observa en détail. Si je devais dissimuler quelque chose ici, j'aurais créé une cachette là-dessous, murmura-t-il.
M'étonne pas, répliqua Jade. Ignorant la remarque de son ami, Ilan se mit à quatre pattes et jeta un œil sous le meuble. Ne voyant rien, il s'allongea à plat ventre et s'y glissa partiellement. Ainsi, il examina le sol avec attention pendant plusieurs secondes. Je ne détecte rien, avoua-t-il au bout d'un moment avec regret. Ton intuition ne se trouverait donc pas correcte, cette fois, s'étonna Iridris. Non. Attendez, s'exclama Ilan. Si le marbre ne présentait aucune particularité, un des pieds du lit possédait une petite excroissance inhabituelle, comme un interrupteur caché dans les décorations du bois. Ilan effectua une légère pression, un déclic discret se fit entendre, aussitôt suivi par le son d'un raclement de pierre. Il se remit rapidement debout, tandis que non loin, 4 grandes dalles de marbre rose étaient en train de s'escamoter pour laisser apparaître un escalier qui s'enfonçait dans le sol. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, affirma-t-il en s'approchant des marches. Les autres arrivèrent à leur tour, en examinant le trou noir qui s'offrait maintenant à eux. À toi l'honneur, dit Jade en faisant une petite courbette devant son ami. Sans se démonter, Ilan passa devant. Alors qu'il descendait les escaliers, suivi de ses 3 compagnons, des lumières s'allumèrent de façon automatique, leur dévoilant les lieux au fur et à mesure de leur avance. Au bout d'une trentaine de marches, ils atterrirent dans un couloir étroit, bloqué par une porte massive qui n'était pas sans rappeler celle du complexe des ouvriers. Si ça fonctionne bien comme je l'imagine, tu devrais mettre ta main là-dessus, proposa Jade à Ilan. Tu penses qu'elle ne s'ouvre qu'avec mon ADN, demanda Ilan. J'en suis persuadé, confirma Jade. Ilan s'exécuta et plaqua sa paume contre le blindage. Un son de rouage se fit entendre, puis la porte s'escamota lentement, en disparaissant dans le plafond, et dévoilant ainsi une salle ronde dont le centre était occupé par un piédestal sur lequel était posé un petit objet en forme de vase. Ilan entra, le sourire aux lèvres, satisfait d'avoir réussi à trouver cet endroit. Il s'approcha, et après une légère hésitation, il le prit dans sa main. Kill de Minoc tournait en rond dans sa pièce secrète comme un lion en cage. Malgré la température agréable de l'endroit, et le fait que la porte était restée ouverte, ramenant ainsi de l'air frais, des gouttes de sueur perlaient à son front. « Je ne peux pas faire ça, non, je ne peux pas », murmura-t-il. D'un geste nerveux, il sortit un objet d'une poche de son pantalon. Cela ressemblait à un petit livre noir très plat et fin, il l'ouvrit en deux et le tint devant lui les mains tremblantes. « Demande communication Orlim, dit-il. » « Veuillez patienter, » répondit l'objet d'une voix féminine. Quelques secondes s'écoulèrent, et qu'il ne put s'empêcher de reprendre ses 100 pas, espérant ainsi soulager sa fébrilité. « Communication établie, » fit l'objet. « Orlim » s'exclama Kill. Le visage du maître de l'oracle venait d'apparaître sur la surface du communicateur. Ses cheveux se trouvaient en bataille et ses yeux légèrement cernés. « Kill, mais que » commença Orlim. « Je ne peux pas le faire » coupa le marchand. « Vous entendez ? Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas me demander ça. Il doit y avoir une autre solution. » Que dit l'oracle ? Avez-vous bien interprété ses prédictions ? Kill, calmez-vous, ordonna Orlim d'une voix ferme. Ce dernier s'arrêta brusquement de marcher. Orlim ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Après tout, il était son subordonné, non l'inverse. Après un léger silence, Orlim reprit, « Brayon, la base d'Ekatoria est tombée il y a quelques heures. Brayon est probablement mort à l'heure qu'il est. » Qu'il devint livide, comme si son sang avait tout à coup quitté la totalité de son visage. Ses jambes flageolèrent sous lui et il se laissa glisser contre le mur pour s'asseoir à même le sol. « Non, » murmura-t-il alors que des larmes lui montaient aux yeux. « Ça ne peut pas être vrai. Non, non. » Il commença à sangloter, oubliant presque sa communication. « Kill, reprenez-vous, » ordonna Orlim. Le Grand Conseil avait approuvé ma proposition. Il est impératif que tous les dirigeants de caste la mettent en pratique maintenant. J'avais voté contre, pleurnicha Kill. Kill, il s'agit de l'avenir de nos enfants, pensez à votre fils. Le marchand essuya ses larmes d'un revers de main. Puis, il sortit un élégant carré de tissu en dentelle haussé de quelques fils d'or, et s'y moucha bruyamment. « La dernière partie de votre plan est-elle vraiment nécessaire » demanda Kill d'une voix encore un peu brouillée.
Si vous ne le faites pas, alors toutes les actions que nous avons effectuées jusqu'à présent deviendront totalement inutiles, répondit Orlim. Faites évacuer votre citadelle. Donnez les ordres immédiatement, les innommables arriveront bientôt chez vous. Kill de Minoc ferma les yeux pendant un instant, puis il sortit d'une de ses poches un petit objet en forme de galet, décoré d'une multitude de pierres précieuses. Il l'approcha de sa bouche comme un micro. Votre attention, dit-il d'un ton qu'il essaya de rendre ferme. Vous avez ordre d'évacuer. Je répète, vous avez ordre d'évacuer immédiatement. Qu'il remit son communicateur dans sa veste. C'est parfait, dit Orlim. Il reste maintenant une dernière chose à faire avant de partir. Oui, je sais, murmura Kill. Il sortit de dessous sa riche chemise brodée, un petit pendentif en forme de vase accroché à son cou grâce à une chaîne en or, le magnifique saphir qui en constituait la base reflétait la lumière et en renvoyait des éclats sur les murs. Qu'il ferma sa main sur l'objet et le tint ainsi pendant quelques instants. En abandonnant cette clé, je renonce à l'idée même de repousser nos ennemis, annonça Kill. Nous n'avons déjà plus aucun espoir de gagner cette guerre, affirma Orlim. Notre seule issue se situe dans la fuite, du moins pour une partie d'entre nous. Laissez derrière nous tout ce que nous avons bâti depuis des milliers d'années, s'exclama Kill. Sacrifier nos planètes, nos maisons, nos amis, nos familles, nous-mêmes. Mais nos enfants survivront et reviendront. Vous n'en savez rien, hurla soudainement le marchand. L'oracle est incapable de voir aussi loin dans l'avenir. Vous ne faites que des suppositions dénuées de tout fondement. Reprenez-vous Kill, ordonna Orlim. Chacun des membres du Grand Conseil a une mission à effectuer, vous devez accomplir la vôtre. Kill se leva, et avec regret, posa le vase sur le piédestal qui trônait au centre de sa petite salle secrète. Bien, dit Orlim. Maintenant, vous allez sortir et fermer la porte. Vous allez la reprogrammer pour qu'elle ne s'ouvre qu'avec un ADN bien précis. Je vais vous l'envoyer. Ensuite, vous rejoindrez au plus vite l'Alknaria. Prenez-en le commandement. Oui, je vais faire cela, murmura Kill. Une dernière chose, surtout, pensez bien à prononcer votre mot secret à voix haute. Puis, activez le dôme de protection de la citadelle en partant. Comme si je pouvais oublier. Préparez-vous à recevoir les données de l'ADN. Alors que le visage d'Orlim disparaissait, remplacé par le code, Kill soupira. Il ferma les yeux puis murmura, Lofan. Le saphir du vase se mit à luire d'une lumière bleue intense. Ilan rouvrit les yeux et observa le petit vase qu'il tenait au creux de sa main, tandis que la chaîne en or pendait dans le vide. Alors, demanda Jade qui s'était approché. Ils ont tout quitté, murmura Ilan. Ils ont fui sur l'Alknaria, en abandonnant une partie des leurs derrière eux. Alknaria? Sankina Dioska. Qu'est-ce que c'est? Le vaisseau qui a amené notre peuple dans la galaxie confédérée, répondit Iridris. Ce nom est resté dans notre mémoire collective, mais nous pensions que nos ancêtres étaient tous venus. Non, murmura Ilan. Ils ont laissé derrière eux une partie des leurs. Il passa le pendentif autour de son cou et sortit de la salle secrète, sans dire un mot de plus. Bien, s'exclama Jade en passant par le Nahal. Il est maintenant temps de partir. Tu ne crois pas si bien dire, intervint Dvalim. Les innommables sont là. Les navigateurs du Vakniel envoyaient dans le Nahal, les images qu'ils percevaient. Une dizaine de vaisseaux aux formes et aux couleurs étranges volaient vers la planète, ignorant totalement la présence du vaisseau cité. Ils se dirigent vers vous, signala Dvalim. Mes enfants, dépêchez-vous, vous vous trouvez en grand danger. Les 4 amis se regardèrent, puis sans un mot, ils se mirent à courir vers la sortie de la résidence. Quelques pilotes seraient-ils prêts à se porter volontaires pour détourner l'attention des innommables, demanda Dvalim. Je pense qu'ils le sont tous, mais je crois que cette manœuvre se révélera inefficace, affirma une Siliane. Ils sont venus pour les clés et uniquement pour elles. Vous avez vu comment ils ont évité le Vakniel? Alors, dépêchez-vous mes enfants, pressa Dvalim. Je ne supporterai pas qu'il arrive quoi que ce soit à l'un d'entre vous. On fait ce qu'on peut, répondit Jade alors qu'ils sortaient du bâtiment à toute allure. La lumière du jour les aveugla quelque peu, mais machinalement, ils dirigèrent leur regard vers le ciel à la recherche des vaisseaux ennemis.
Ils sont là, s'exclama Jade en pointant du doigt des petits points sombres. Vite! À la navette! De nouveau, ils se mirent à courir, tandis que les innommables se rapprochaient à grande vitesse. Ils avaient parcouru la moitié du chemin, quand les premiers engins commencèrent à leur tirer dessus. Éparpillez-vous, ordonna Jade. Des rayons fusèrent et percutèrent une section des pavés de la rue en créant un sillon noir en leur milieu. Une des colonnes, qui décorait l'entrée d'une riche demeure, explosa partiellement sous un des impacts. Personne n'est touché, demanda Jade, une fois la rafale passée. Non, ça va, répondit Iridris après un coup d'œil circulaire. Vous pourriez vous téléporter sur le Vakniel, signala Nadioska. Et te laisser seul ici, avec une navette que tu ne peux pas piloter, s'exclama Jade. Hors de question. Ils reprirent leur course éperdue, encouragés par Jade. Plus vite, répéta-t-il à plusieurs reprises. Ils se trouvaient encore à plus de 200 mètres de la sortie de la citadelle, lorsque les innommables se préparèrent pour un second passage. Planquez-vous sous les porches, ordonna Jade. Alors que les 4 compagnons cherchaient un endroit quelconque pour s'abriter, les innommables fusèrent au-dessus d'eux en les bombardant de rayons d'énergie. Nadioska s'accroupit contre le piédestal d'une petite statue qui la cachait partiellement, et se protégea comme elle le pouvait. Un des tirs heurta de plein fouet la sculpture, qui explosa presque, propulsant des débris de marbre dans tous les sens. L'un d'entre eux percuta Nadioska au bras, déchirant son chemisier et taillant profondément sa chair. Toujours connectée au Nahal, elle envoya malgré elle la douleur aiguë qu'elle ressentit, créant à bord du Vakniel, un vague de réflexes étonnants. De nombreux Silians se tinrent brusquement le bras gauche en grimaçant, exactement à l'endroit où la jeune femme avait été touchée. Une fois les innommables éloignés, Jade se précipita vers Nadioska. « Relève-toi, vite, ordonna-t-il en la tirant par la manche pour la remettre debout. Je sais que tu as mal, mais ce n'est pas le moment de te laisser aller. » Elle se redressa en gémissant, et se força à courir. Iridris, bien plus rapide que ses compagnons, atteignit la navette en premier. « Dépêchez-vous, ils reviennent, dit-elle en jetant un œil vers les vaisseaux qui, de nouveau, s'approchaient dangereusement. « Je dois fermer le dôme, dit Ilan qui arrivait à son tour. « N'y pense même pas, reprit Iridris. Ils sont déjà presque sur nous. » Malgré tout, Ilan se dirigea vers les commandes, tandis que Jade et Nadioska les rejoignaient enfin. « Baisse-toi » hurla Iridris à l'attention d'Ilan. Le jeune homme plongea à terre, tandis qu'une rafale de tirs percutait de plein fouet l'arbre et le tableau dans sa cache. Quand il se releva, il constata qu'il était entièrement grillé et inutilisable. « Viens, dépêche-toi » appela Iridris. Avec regret, il courut vers la navette et s'y engouffra. Une fois tout le monde à l'intérieur, Jade ferma le sas et décolla. Nadioska s'était assise sur la banquette des passagers, elle se tenait le bras couvert de sang, et son visage était blanc comme un linge. Iridris se plaça à côté d'elle et posa une main sur la plaie. « La coupure semble profonde, dit-elle en passant par le Nahal. Je vais arrêter l'hémorragie, mais il faudra attendre de retrouver le Vakniel pour qu'on vous soigne correctement. » Nadioska hocha la tête sans dire un mot. Dehors, les innommables avaient reporté leur attention sur la navette Siliane et entreprenaient de la poursuivre tout en lui envoyant quelques rafales. Jade esquivait les tirs en faisant de nombreuses embardées. À force d'être brinque-ballée, Nadioska commença à se sentir encore plus mal. « Je crois que je vais vomir », annonça-t-elle alors que son visage passait d'un blanc livide à un jaune maladif. « Allongez-vous par terre, dit Iridris, et fermez les yeux. » Nadioska s'exécuta, tandis qu'Iridris agenouillé à côté d'elle posait une main sur le front de la jeune femme. Nadioska sentit alors la douleur et les nausées disparaître comme par magie. Quelques secondes plus tard, ayant réussi à prendre un peu d'avance sur ses poursuivants, Jade poussa les moteurs à fond, et se dirigea droit vers le vaisseau cité. « Notre navette semble plus rapide, supposa-t-il. Par contre, une fois que nous nous trouverons sur le Vakniel, il faudra faire un bond au plus vite, sinon, notre vaisseau cité sera leur cible. » Et nous n'avons toujours aucun moyen de nous protéger, termina Iridris. « Nous sommes prêts à quitter les lieux, affirma un des navigateurs. Dès que vous serez là, nous partirons. »
Jade maintint une poussée maximum, et constata avec un certain soulagement que les innommables ne pouvaient pas le suivre. Arrivé près du Vakniel, il réalisa une brusque décélération pour atterrir de façon plutôt sportive dans l'un des hangars. « Nous nous trouvons à bord », signala-t-il. Les navigateurs, qui n'attendaient que ce signal, effectuèrent alors leur saut. « Venez Céliane, dit Iridris en aidant Nadioska à se mettre debout. Natak va vous soigner maintenant.